pour voir comment ça se passe à l'intérieur d'une paroi, il y a une ancienne technique qui s'appelle la méthode Glaser. Et bon, c'est un tableur moyennement sophistiqué, et il y a une norme européenne qui est internationale à l'origine, plus européenne, qui explique comment ça se passe. Donc, il faut savoir que c'est extrêmement simplifié. Un des experts au niveau international de ces phénomènes-là, c'est Claude-Alain Roulet, qui est enseignant maintenant en retraite de l'École Polytechnique de Lausanne, et qui fait partie des experts qui ont écrit la normalisation internationale, européenne et internationale sur ces sujets-là. Quand il parle de la méthode Glaser, il dit « c'est bien parce que c'est simple ». Et vous faites une recherche sur Internet, vous pouvez avoir le petit tableur. Voilà. Il dit si la méthode Glaser dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas parce que la méthode Glaser dit qu'il y a un problème qu'il y a forcément un problème. C'est-à-dire que la marge de sécurité, elle est extrêmement simplifiée. Vous voyez, elle date de 1949. Donc avant l'outil informatique. Donc vous comprenez qu'on ne pouvait pas avoir des équations de 25 pages pour faire fonctionner ce tableur. Alors que maintenant, avec l'outil informatique, bon, l'équation, on met 2 jours pour la rentrer dans la bécane, mais une fois qu'elle est rentrée, elle y est, c'est plus un problème. Donc la méthode Glaser, elle met quoi? On a un exemple d'isolation thermique par l'extérieur. Donc à gauche, on a l'intérieur, à droite, on a l'extérieur. Et elle compare 2 courbes. La courbe où la vapeur d'eau saturerait, si elle arrivait à ce point-là. Donc c'est la courbe bleue sur notre schéma, la pression de vapeur saturante. Et là, vous avez la pression partielle de vapeur d'eau, donc la réalité. Et on fait ça sur un temps. Généralement, on prend les nuits d'hiver, puisque c'est là qu'il fait le plus froid dehors, et donc c'est là qu'il y a le plus de risques. Mais la méthode Glaser, elle nous dit de prendre ça sur une période donnée, de répéter ça sur tout l'hiver, et puis si on trouve qu'il y a des condensations sur des périodes qui dépassent tant, il y a problème. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il y a condensation qu'il y a problème. D'accord? Mais on peut s'amuser à visualiser comme ça, et sur Internet, vous pouvez copier le tableur qui permet de voir ça. Alors, tant que ces 2 courbes ne se croisent pas, il n'y a pas de problème. Et là, sur cet exemple-là, qui est simplement un exemple visuel, on voit qu'il n'y a pas de problème. On reprend cet exemple-là. Donc, on va regarder, gestion de la vapeur d'eau, l'exemple d'isolation thermique par l'extérieur. Et on a vu tout à l'heure que la condensation, avec le diagramme de Mollier, c'était le diagramme qu'il y avait à droite tout à l'heure, on a vu que les problèmes de condensation, c'est surtout quand l'air est froid. Donc, a priori, c'est du côté extérieur de notre paroi. Donc là, on va voir ce que ça donne avec un enduit ou un parement qui fermerait la migration de la vapeur d'eau. Donc, qui bloquerait. Ah, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Là, on revient à l'exemple d'isolation thermique par l'extérieur. En posant l'isolant à l'extérieur, on réchauffe toutes les couches de la paroi, la vapeur d'eau ne se condense qu'au parement extérieur. Donc si elle se condense, c'est vraiment au parement extérieur. C'est-à-dire tout près de la sortie de secours. Alors, sortie de secours, la pression, elle va de l'intérieur à l'extérieur. Donc à partir du moment où elle peut sortir, où elle se condense tout près de la sortie de secours, a priori, les risques sont moindres. Et donc en isolation thermique par l'extérieur, les risques sont faibles si le parement extérieur permet une évacuation facile d'eau ou de vapeur d'eau. Donc s'il n'y a pas de condensation, il faut que la vapeur d'eau puisse se barrer facilement au côté extérieur. Et s'il y a condensation, et là c'est de l'eau, c'est plus de la vapeur d'eau, c'est plus le même phénomène, il faut des enduits capillaires. Et j'ai été complètement scotché il y a une quinzaine d'années, quand j'ai bossé avec Strasserville, qui est devenu Balthazar Eco de bâtiment depuis, quand le patron de Strasserville m'a dit « Écoute Samuel, il y a quelque chose qui a été vraiment bien pour mon business, c'est les problèmes, les sinistres, la sinistralité qu'il y a eu sur les enduits, sur les isolants extérieurs. Laine de verre, laine minérale ou polystyrène. Donc moi qui connaissais la chaux, parce que je m'intéressais à l'habitat ancien, quelque part, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi ils font des enduits perspirants, des enduits respirants, des enduits à la chaux sur polystyrène ou sur la laine minérale? Mais c'est simplement que, avec des enduits plastiques ou avec des enduits ciment, il n'y a pas suffisamment ce phénomène capillaire. Et finalement, il y a eu beaucoup de sinistres sur les enduits sur isolants dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, et c'est pas parce qu'ils étaient étanches à la vapeur d'eau, c'est parce qu'ils n'étaient pas capillaires. Et quand il y a condensation, c'est là,
et la flotte, elle pouvait plus se barrer. Donc vous comprenez que pour pas avoir de problème de condensation sur une isolation thermique par l'extérieur, qu'elle fasse 5, 10, 20 ou 40 cm, n'y change pas grand-chose. Il faut simplement que votre parement il soit ouvert à la vapeur d'eau et, si c'est un parement collé style enduit, qu'il soit en plus capillaire. Parce que c'est plus de la vapeur d'eau, quelquefois c'est de l'eau qu'il faut évacuer. Alors on va voir ce que ça donne. Ah, voilà. Alors on ne va pas s'amuser à regarder tous les systèmes constructifs et on va s'inspirer d'une norme suisse qui est pas mal faite, qui est la SIA 1999, qui dit regardez les systèmes constructifs sur lesquels il n'y a pas de problème. Donc je sais qu'il y a des Suisses là dans la salle, donc je vais essayer d'être précis sur le sujet, parce que c'est la première fois que je présente la norme suisse devant des Suisses. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette SIA 1999 ? La première paroi de gauche, c'est une paroi type monomure. Elle ne précise pas si c'est de la pierre ponce, si c'est de la brique, si c'est du parpaing, si c'est de la paille. Elle dit simplement c'est un matériau qui est le même du début à la fin. Et elle dit il n'y a pas de problème à partir du moment où le crépi, si c'est crépi, monomure, on estime qu'il y a une continuité de matériaux entre l'air intérieur et l'air extérieur. Donc il n'y a pas de problème à partir du moment où le crépi extérieur est perméable à la vapeur d'eau. Et là-dessus, je répète, capillaire aussi. Voilà. Donc, en tout cas, pour eux, il n'y a pas de problème sur l'approche monomure. À partir du moment où c'est ouvert du côté extérieur. La condensation, de toute façon, elle se fait par là. Et si vous ne fermez pas la porte de secours, il n'y a pas de problème. Ici, on se retrouve dans l'exemple d'isolation thermique par l'extérieur qu'on a vu tout à l'heure. Pareil. La condensation, elle se fait là, donc pas de problème à partir du moment où le matériau qui sépare notre isolant de l'air extérieur, il est ouvert à la migration de la vapeur d'eau. Ici, c'est un exemple de toiture, mais on pourrait dire que c'est la même chose dans une paroi ossature-bois. Pareil, dans une paroi ossature-bois, à partir du moment où on a une bonne étanchéité à l'air côté intérieur, et quelque chose de très ouvert côté extérieur, ça marche. Et qu'est-ce que nous dit le DTU 31.2 là-dessus? Il nous dit que les pare-pluies doivent avoir une perméabilité, donc doit être très ouvert, donc c'est un SD très faible de 0,18 mètres. Voilà. Sauf qu'ils ne disent pas que ce qui est important, c'est l'ensemble de la paroi entre l'isolant et l'air extérieur, et que notre OSB, il n'est pas au bon endroit. Le 0,18 mètres, il est à respecter entre, si on prend en référence les étrangers, il est à respecter pour la paroi qui sépare notre isolant de l'air extérieur. Donc c'est pas que pour le pare-pluie. C'est le pare-pluie c'est l'ensemble des matériaux qui séparent l'isolant. Donc je réinsiste par rapport à ça. Mais en tout cas, la norme suisse nous dit qu'il n'y a pas de problème. Et pour faire simple, c'est à partir du moment où l'espace, le parement qui sépare l'endroit où ça condense et l'extérieur n'est pas fermé, a priori, il n'y a pas de problème. Et puis là, c'est un exemple particulier d'isolation de toiture terrasse, mais pareil, il y a des toitures terrasses où l'étanchéité se fait en dessous de l'isolant, et bien là, pareil, on a l'isolant, il n'y a pas de coupure entre l'isolant, de coupure à la vapeur d'eau entre l'isolant et l'extérieur, il n'y a pas de problème. Alors finalement, on se dit quoi? Eh bien, ce sont surtout les systèmes d'isolation thermique par l'intérieur et la présence de parements extérieurs trop peu capillaires et ou trop fermés à la vapeur d'eau qui génèrent des risques vis-à-vis de la condensation. C'est-à-dire que cette problématique de condensation, à partir du moment où on respecte quelques principes, on l'a dit tout à l'heure, la ventilation de l'air intérieur, l'étanchéité à l'air entre l'air intérieur et où est l'isolant, et puis qu'on ouvre, qu'on ne ferme pas la sortie de secours de la vapeur d'eau côté extérieur, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour l'isolation thermique intérieure, du côté extérieur, c'est là qu'on a notre mur en béton, en brique ou en pisé. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, là, d'autres pays proposent d'autres approches, et entre autres, on parle du 5 pour 1, donc les Anglais par exemple, ils disent pas tout à fait la même chose que les Suisses, ils disent, eh bien, il faut que ce soit 5 fois plus ouvert côté extérieur que côté intérieur.